Le domaine de Restinclières est un site de milieu naturel et de milieu agricole qui fait environ 215 hectares. L'objectif, c'est un petit peu de parcourir le domaine et de découvrir ses spécificités naturelles, à savoir notamment les espaces de garrigues et les espaces de cours d'eau que je vous présenterai ensuite. Alors Vincent, première étape de notre visite ici dans le domaine de Restinclières, nous sommes au rucher pédagogique. Le rôle de ce rucher, c'est un peu d'expliquer comment on fabrique le miel, comment on élève les abeilles, mais pas que, c'est aussi de faire comprendre aux enfants l'importance des abeilles dans notre environnement, puisqu'on sait qu'elles ont des rôles majeurs en matière de pollinisation, et de faire le lien aussi avec un patrimoine, puisque nos milieux de garrigues sont exploités depuis des millénaires et l'homme a notamment valorisé ces garrigues à travers la production de miel. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à obtenir du miel spécifique de ces garrigues, à savoir du miel de thym, du miel de romarin, parce que les milieux naturels ont tendance à se refermer de par la colonisation par les arbres et les arbustes. L'enjeu est notamment de maintenir ces milieux ouverts. Donc pour ça, il y a plusieurs actions possibles, et notamment des actions par exemple de maintien de l'activité agricole et pastorale qui a tendance à disparaître, et puis aussi des actions de travaux sur les espaces naturels dont je vous montrerai un petit peu quelques exemples tout à l'heure. Du coup, on risque pas de se faire piquer là? Les abeilles ne sont pas des animaux particulièrement agressifs, surtout que là c'est un rucher pédagogique, donc c'est des abeilles particulièrement sympathiques, on va dire. C'est des races sélectionnées pour leur non-agressivité. Donc si on ne les embête pas et qu'on reste à bonne distance sans trop bouger, il n'y a aucun souci. On arrive sur le site de la mare, mais il n'y a pas d'eau. Et non, c'est un peu surprenant effectivement pour un milieu comme ça. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelle une mare temporaire méditerranéenne, donc tout est normal. On est en fin de saison, donc il n'a pas plu de tout l'été et les mares sont asséchées. Donc c'est effectivement typique des zones méditerranéennes. On a des mares sèches en fin d'été. Et ça permet à toute une faune et une flore de se développer. Donc dans ces milieux-là, si on revient au printemps, l'eau aura rempli la mare et on y trouvera toute une vie totalement foisonnante avec des espèces de crapauds comme le crapaud calamite, des espèces comme la rainette méridionale, également des libellules. Donc là, on a l'impression que c'est un milieu qui est totalement aride et sans intérêt. Et en fait, c'est un lieu de diversité et de biodiversité assez important. On regarde ce qu'on peut trouver alors. On cherche des petites grenouilles qui pourraient se cacher en attendant des jours meilleurs. Je vous présente un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir sous cette forme, mais que tout le monde connaît, puisque c'est une larve de coccinelle. Chez les insectes, il y a des phases larvaires avec des transformations. La larve est relativement grosse, puisqu'elle a besoin en fait, de beaucoup manger pour se développer et arriver à se transformer en adulte. Donc la coccinelle adulte, que tout le monde connaît, vit très peu de temps et vit uniquement pour la reproduction, comme beaucoup d'espèces d'insectes, sous cette forme-là. Elle passe la plupart de sa vie à l'état larvaire. Je vous présente un petit criquet qu'on appelle le dipode bleu. Alors vous allez me dire, mais il n'est pas du tout bleu ce criquet. Quand je tire pour développer son aile, on découvre une aile bleutée. Les criquets, effectivement, sautent et ont un vol partiel grâce à leurs ailes. Donc c'est un criquet très commun dans nos garrigues. Comment on reconnaît un criquet par rapport à une sauterelle? C'est très simple. Les criquets ont des antennes très courtes, c'est le cas là, et les sauterelles ont des antennes très très longues. Donc souvent on a tendance à mélanger les deux. Un criquet peut être vert, une sauterelle peut ne pas l'être. Les questions de couleur, c'est pas du tout des critères qui permettent de différencier ces animaux-là. Mais vous voyez, c'est vraiment la longueur des antennes. Alors là, on arrive sur des zones qui sont très sèches, très arides et qui sont très favorables à tout un tas d'espèces, dont notamment le scorpion languedocien ou le scorpion jaune. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver tout de suite en cherchant sous les pierres. Ils se camouflent, hein? Ils sont bien cachés, ouais. Mais bon, je pense que là, on n'est pas loin. Le voilà. Il était bien caché. Voilà, donc c'est le scorpion jaune du Languedoc. Donc en France, on a différentes espèces de scorpions. On a le scorpion noir qu'on peut trouver notamment dans les maisons. Le scorpion jaune, alors lui, il est totalement nocturne, donc c'est un prédateur. Il va chasser des petits animaux la nuit.
Par contre, la journée, il est totalement en état de dormance, donc il se protège à la fois notamment de la chaleur quand il fait très chaud, en se mettant dans des loges, dans des petites cavités. C'est un individu qui est déjà assez gros quand même, donc il semblerait que ce soit plutôt une femelle, avec une ampoule à venin et des petites pinces, alors que le scorpion noir dans vos maisons, il a des pinces beaucoup plus grandes. Donc c'est pas un animal dangereux dans la mesure où il n'est pas du tout agressif. Après, sa piqûre peut être douloureuse quand même. Donc là, on va maintenant quitter ce milieu sec qu'on appelle, nous, communément le désert de Restinquillère pour aller se rendre dans un petit oasis de vie qui se trouve au bord d'un petit fleuve qui s'appelle le Lèze. À la source alors? À la source, quasiment, ouais. On laisse les scorpions tranquilles. Ouais, les scorpions, on les a assez torturés. Là, on se trouve au bord du Lèze, qui est un petit fleuve côtier qui fait 27 km de long. On est quasiment à la source, la source est juste 200 mètres en amont. Le Lèze traverse notamment Montpellier. C'est un cours d'eau très très important, stratégique, à la fois parce qu'il renferme une biodiversité très intéressante, mais aussi parce que c'est une ressource en eau pour l'agglomération de Montpellier, puisque l'essentiel de l'eau qui arrive au robinet chez les Montpelliérains provient de la source du Lèze. En ce qui concerne la biodiversité, on a tout un tas d'espèces protégées, notamment des libellules, des amphibiens, mais aussi des poissons, dont un poisson qui est endémique et qu'on appelle le chabot du Lèze. Donc, le chabot du Lèze qui ne se trouve que dans ce cours d'eau. C'est-à-dire qu'on va ne le retrouver nulle part ailleurs au monde. Et il est présent de la source jusqu'à un petit village qui s'appelle Prades-le-Lèze, sur environ 3 km du cours d'eau. C'est un endroit vraiment important pour le chabot du Lèze. Si vous voulez, on va essayer maintenant de voir à quoi ça ressemble. Et le chabot, il est là, partout sous les pierres, toujours sous les pierres, c'est ce qui est marrant. En garrigue comme dans les cours d'eau, les animaux se cachent. Alors là, j'en ai un petit chabot. C'est très très mimétique, c'est petit, c'est très vif, ça va vite. Donc à attraper, c'est pas toujours facile. Donc là, je vais essayer de le pousser délicatement dedans, le forcer à aller dans mon épuisette. Hop là. On va éviter de le laisser trop longtemps à l'air libre. On va lui mettre un petit peu d'eau. Voilà, allez. Hop. Voilà. Donc voici le fameux chabot du Lèze qui est protégé au niveau européen. Vous voyez, c'est vraiment pas un poisson très impressionnant. Il peut être un petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus, quoi. Sa taille, c'est 6 cm, 7 cm maximum pour vraiment les gros individus. Donc vous voyez, ça a une bouille un peu particulière. Chaque individu a une aire de déplacement très très faible, de l'ordre de 3 mètres carrés. Et il défend sa pierre. La particularité, c'est que le mâle défend les œufs qui sont pondus sur les pierres. Donc il va monter la garde en fait, pour pas que les œufs soient mis en péril, soit par un prédateur, donc il va essayer de défendre son territoire. Donc là, c'est une espèce qui est vraiment très très rare parce qu'elle est présente qu'ici, elle est protégée au niveau européen. Et c'est notamment pour ça que le Lèze a été désigné en tant que site Natura 2000 pour protéger cette espèce. Et qu'est-ce qu'elle apporte justement au milieu naturel, cette espèce? L'espèce en tant que telle, elle a surtout une valeur patrimoniale parce que elle est unique. C'est vrai qu'il y a d'autres espèces de chabots, mais celle-là est vraiment unique sur ce site. Et donc, à ce titre, on se doit de la conserver pour préserver la biodiversité. Nous quittons un instant Vincent, c'est l'heure de la rubrique Métiers d'art, à la rencontre d'Olivier Pozzo, un luthier à la suite d'une reconversion. Il s'est installé dans les hauteurs de Nîmes. Il va nous parler de sa passion pour son métier. Il fabrique des guitares qui sont maintenant de bouche à oreille, très prisées par les musiciens. Découverte en compagnie de Frédéric Siller. Prendre son temps, sécher, peaufiner, coller, poncer, assembler, le luthier a des dizaines et des dizaines d'heures de manipulation à effectuer pour arriver au terme de la fabrication d'un instrument. Olivier Pozzo, luthier installé à Nîmes, a appris son métier à la suite d'une reconversion. Il nous explique les grandes étapes de la fabrication d'une guitare. Les étapes de fabrication de la guitare, on commence par la table d'harmonie. C'est le moteur de l'instrument. C'est ce qui va permettre de canaliser le flux vibratoire. Donc ça, c'est de l'épicéa. C'est un bois qui est très léger et en même temps extrêmement rigide. C'est un bois qui est coupé sur quartier. On voit les coupes, les veines du bois qui sont longitudinales, ce qui permet d'avoir une fibre tendre et une fibre dure. Voilà, c'est ce qui lui donne cette rigidité. Donc cette table d'harmonie, on voit qu'elle a ce qu'on appelle des barrages. C'est vraiment eux qui vont canaliser la vibration. Quand j'en suis à ce stade-là, je sonne la table pour voir le son qu'elle donne. Donc là, en fonction de ce que j'entends,
Par exemple, là, je sens qu'il y a un petit peu trop de raideur. Alors, je vais libérer. Donc là, c'est beaucoup l'expérience qui va faire qu'on va alléger ou rester comme ça. Ensuite, on a aussi le fond qui est en dessous. Donc là, le fond, lui, il est fait en bois très dur. Donc c'est un feuillu, c'est du palissandre. Il est renforcé pour donner justement de la dynamique au son. Troisième étape, c'est de plier les éclisses et de les mettre dans le moule. Pour pouvoir la mettre dans le moule, c'est chauffé avec un fer et le bois est mouillé avant. En quelques secondes, on a déjà donné une forme de guitare. Pour que la forme reste bien, je la plaque sur le moule. Donc une fois qu'on a plié les éclisses, on met ce qu'on appelle les tasseaux ici, qui vont permettre ensuite, lorsqu'on va coller la table et le fond, d'avoir une assise. Chaque pièce à l'intérieur de la guitare est importante pour sa rigidité et son poids. C'est-à-dire que là, c'est le tasseau. Il doit être très rigide, bien sûr, mais il doit être aussi léger. Donc c'est un bois que j'utilise qui s'appelle le cédreau. Là, je lui donne une forme. Je veux qu'il soit rigide ici, sur cette partie-là, et je l'amincis ici parce que je veux qu'il soit plus léger. C'est ce que je fais au ciseau à bois. Au niveau de la sensation, on sent bien le bois se faire, quoi. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être face au morceau de bois, face à la matière brute. On va le façonner. À la fin de la journée, quand on a bien travaillé, on regarde et on est très content. Après avoir fait le corps de la guitare, on fait le manche. Alors le manche, on part d'un bois brut, qui est donc du cédreau. Donc là, j'ai déjà travaillé, j'ai fait la tête. C'est-à-dire que j'ai coupé une partie de ce morceau de bois. J'ai fait un angle à 14 degrés. J'ai coupé, et cette partie qui restait, je l'ai retournée et je l'ai collée ici. Donc, avec le même morceau de bois, on a la tête. Donc une fois qu'on a collé ça, il faut aplanir cette surface parce que ici, ça va être la tête de la guitare, ça c'est le gabarit. Il va falloir coller ici un plaquage de tête, et il faut que cette partie-là soit parfaitement plane. Je le fais avec la demi-varlope, qui va me permettre de dresser cette surface. La surface est bien plane. En attendant, je vais faire mes contre-éclisses. Alors mes contre-éclisses, à quoi ça sert? Pour pouvoir coller la table et le fond, il faut une surface plus épaisse parce que les éclisses, elles font 2 mm. C'est très fin pour recevoir la table. On fait des stries sur un morceau de bois et ensuite ces stries vont servir justement de courber le bois. Et ensuite, je vais les coller et ça va me faire donc de l'épaisseur pour pouvoir coller ma table et mon fond. On n'a encore rien trouvé de mieux que de maintenir les contre-éclisses avec des bonnes pinces à linge en bois. C'est parfait pour cet usage. Il va falloir donc ajuster la table sur les contre-éclisses et ensuite coller la table. Donc on présente la table, on repère les barrages. Dans les contre-éclisses, on va faire une fente pour pouvoir recevoir les barrages. Et ensuite, il suffira simplement de coller, mettre de la colle sur les contre-éclisses et de venir presser la table dessus. On a vu que j'avais préparé les tasseaux. Et dans les tasseaux, je fais ici une mortaise à queue d'aronde qui va permettre de maintenir le manche. Le corps finit ici. À cet endroit-là, nous avons le tasseau avec sa queue d'aronde. Donc il suffit de dégager cette partie. On va retrouver cette queue d'aronde et ici, on va pouvoir mettre le manche. Voilà, alors après les assemblages et le collage, on a donc une guitare qui est en place. Il y a encore pas mal de travail de façonnage du manche, de collage de la touche qui est en ébène, de fretage et bien sûr de finition, faire un vernis qui soit très transparent pour bien montrer la beauté du bois, donc très léger et en même temps très résistant. Ensuite, on va coller le chevalet, monter les mécaniques et bien sûr monter les cordes. Alors après, bien sûr, l'accordage il se fait gentiment. Beaucoup de travail sur une guitare, à peu près 150 heures, mais beaucoup d'amour bien sûr parce que chaque étape est faite avec passion et souci du travail bien fait. La grosse récompense, c'est de voir le musicien qui joue sur l'instrument et qui va justement bonifier, optimiser,
tout ce qu'on a voulu exprimer et lui de voir justement qu'il peut s'épanouir avec cet instrument, c'est vraiment une grosse récompense.